Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Audrey Vernon. Salut Audrey, comment tu vas? Bonjour Sofiane, ça va très bien, merci. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Bah écoute, merci à toi. Je suis Avec... très heureuse d'être là, considérée comme une humoriste, alors que ce que je fais, c'est pas forcément toujours drôle. Donc voilà, je suis très heureuse. Ah ben, avec grand plaisir. Tu sais, c'est quand je dis galère d'humoriste, c'est au sens large. C'est pour moi, à partir du moment où l'humour fait quand même partie de ton identité, même si c'est pas ton identité principale, c'est quand même important, tu vois, le côté comédienne, le côté vraiment performeur sur scène et tout, ou performeuse plutôt sur scène. Tout est bon à prendre. J'estime qu'on fait tous partie d'une grande famille que j'appelle peut-être par abus de langage les humoristes, mais rassure-toi, tu as plus que ta place dans ce monde. C'est gentil, merci. C'est sincère. Et donc oui, au cours de ta carrière, tu as eu des anecdotes qui t'ont marqué, des galères, quelque chose qui pop dans ta tête dès qu'on te demande qu'est-ce qui t'a marqué? Écoute, oui, alors la première chose qui m'a marquée, c'est mon premier spectacle. J'avais appelé le spectacle le plus drôle du monde. Pour moi, c'était un titre ironique et je me disais que les gens allaient comprendre que c'était pas drôle du tout. Et c'était un spectacle dans lequel je parlais du mensonge dans les médias et c'était une critique de l'humour. Ah oui, Et d'accord. ouais, et Ouais, donc je me disais qu'évidemment les gens allaient comprendre que c'était un spectacle, c'était un titre au second degré. Et Mmh. dans toutes les présentations sur Billet Réduc, sur le Pariscope et tout ça, j'avais marqué elle fait une série de personnages hilarants, du joueur de foot en passant à la star de télé-réalité, blablabla. Et quand les gens arrivaient, je faisais pas ça du tout, je les prenais en otage, qui était une référence à la prise d'otage de Beslan en Tchétchénie. Et puis après, je leur prenais la tête en leur parlant de la philosophe Simone Veil, de Charlotte Corday. Je faisais une messe noire avec de l'encens. Oh Enfin, là! n'importe quoi. Et du coup, les gens partaient. Ah ouais, pendant le Les spectacle, gens il se barrait? partaient. Ouais. Oh là 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 Ils là. se barraient. Et j'étais vraiment très mauvaise en impro parce que moi, je venais plutôt du théâtre classique et j'avais aucune connaissance de comment on parle au public. Et Mmh. c'était assez drôle parce que je me souviens de mon premier régisseur, il s'appelait David. Et à chaque fois que je sortais de scène et que des gens partaient, il me disait, Audrey, quand des gens partent, tu ne peux pas rester comme ça sans rien dire et reprendre le spectacle comme si de rien n'était. Il faut que tu dises quelque chose. Et donc, j'ai des souvenirs de moi voyant les gens partir et les regarder complètement hébétés et, euh, et reprendre exactement à l'endroit où j'avais arrêté sans faire aucune impro. Et je voyais mon régisseur qui était derrière sa régie et qui sautait partout en disant genre, mais c'est pas possible, il faut qu'elle dise quelque chose, il faut qu'elle fasse des blagues. Et voilà, donc ça, c'est mon premier vrai souvenir de D'accord. grosse galère d'humoriste qui a duré quand même ce spectacle. Je l'ai joué pendant un an. Ah oui, d'accord. Et le fait que tu parles des mensonges dans les médias, ça fait que le spectacle durait combien de jours à peu près? Écoute, à l'époque, il n'y avait pas encore BFM, CNews et tout ça, donc il ne durait qu'une heure. Aujourd'hui, je pense qu'il durerait une semaine. C'est possible, ouais. Oh. Je Ah serais oui, obligée mais de sacrifier des poulets et puis de... Ouais. mais en fait, si tu veux, c'est je comprends totalement ce que tu as voulu faire et c'était fort au niveau du symbole. Ah oui. Mais clairement, moi le premier, pourtant je suis humoriste, second degré, je connais et tout. Moi le premier, je vois un titre, le spectacle le plus drôle du monde. Moi, je pense à l'ironie, mais je pense pas à l'ironie en mode ça va être l'inverse. Je pense à Ouais. l'ironie en mode c'est quelqu'un qui se survend pour dire Ouais. son spectacle est drôle, point. Tu vois? Juste ça. Mhm. Mais il en rajoute un peu et surtout quand dans la description Billet Réduc, comme justement tu mets, elle fait des personnages, tout ça, joueur de foot, tout ça. Moi, clairement, je lis ça au premier degré, tu vois? Je vais me dire: «Bon, Mhm. bah, on va voir si c'est réellement le spectacle le plus drôle du monde». Je sais que ce ne sera pas le cas, parce que Ouais. personne ne peut s'en targuer, tu vois? Mais je me dirais absolument pas: «Je vais arriver et on va me parler de complètement autre chose», tu vois? Mais j'avoue Ouais. que c'était osé, c'était C'était une belle, tenté. ah mais franchement, c'était une belle performance. J'avoue que je savais pas que ça avait été fait ça et Ouais. bravo, c'est un beau pari, hein. Écoute, je le déconseille à tout le monde. Mais ce qui était marrant, c'est c'est que j'avais pas encore compris que les spectateurs n'étaient pas dans ma tête. Et que tu vois, ils pouvaient pas tout comprendre et comprendre tout ce que j'avais voulu dire, les implications, le sous-texte et tout. Tu vois, j'avais pas du tout compris que le public, c'était pas ma tête. D'accord. C'est compliqué en fait à réfléchir, à comment est-ce que les gens vont prendre le message, tout ça. Enfin, on peut pas prévoir, quoi. Bah, disons que c'est là que j'ai vraiment fait des progrès au fur et à mesure. C'est parce que tu vois, par exemple, quand j'ai fait mon autre spectacle sur Karl Marx, donc Mmh. quelques années après, j'avais Ouais. compris ça. Et donc, à chaque fois, je partais du principe que quand les gens arrivaient dans la salle,
qui ne Mmh. connaissaient absolument rien ni à Marx, ni à toute cette histoire, et que donc D'accord, il fallait que je les emmène du début à la fin dans mon histoire et que je les accompagne en fait pas à pas pour qu'à la fin ils soient complètement immergés dans l'histoire et qu'à la fin ils aient le même niveau que moi en Karl Marx, mais qu'en d'accord. tout cas au début je pouvais pas leur demander d'avoir ma connaissance et puis Mmh. mon habitude de tout cet univers quoi. Ça c'est vraiment un truc que j'ai compris au fur et à mesure avec les années. D'accord et je parie que ton spectacle, tu l'as appelé «Ceci est un spectacle sur Karl Marx, rien à voir avec les frères Marx», d'accord et dans la description, tu as dû marquer: «Il n'y a pas d'imitation, ce n'est pas un spectacle drôle, allez vous cultiver». Bah, Mais n'empêche que ça me fait penser à un truc ce que tu dis parce que tous les autres titres de mes spectacles, mmh. c'était vraiment, c'est écrit dessus quoi. J'ai fait un spectacle sur le chagrin d'amour, il s'appelle Chagrin d'amour. J'ai fait un spectacle sur Fukushima, il s'appelle Fukushima. J'ai fait un spectacle sur Karl Marx, il s'appelle Marx et Jenny. Mmh. Enfin, vraiment, après, je me suis vraiment dit, dans le titre, je mets exactement ce qu'il y a dans le spectacle. Donc peut-être ça vient de cette première expérience désastreuse. Bah, désastreuse, oui, alors je suis d'accord, sur le moment, ça a été désastreux. Bon, après, ça n'a duré qu'1 an, donc ça va. A Ça a alors, duré qu'un an. ma question, c'est au fur et à mesure, vers la fin de cette année-là, est-ce que tu avais plus de spectateurs qui venaient en ayant compris le principe? Parce qu'évidemment, ce qui marche le plus dans un spectacle, c'est le bouche à oreille. Écoute, le bouche à oreille était catastrophique. Ah, d'accord. Le bouche à oreille était catastrophique. Les critiques sur Billet Réduc, c'était en 2005. Donc c'était le tout début de Billet Réduc. Ah oui, d'accord. C'était le tout début. J'ai connu, t'imagines. Ah ouais, Bon, je pense que 2005. Waouh! 2005, ouais, ouais, Ah ouais. Et ce qui était drôle, c'est que j'ai été une des premières à discuter avec David de Billet Réduc. ah d'accord, OK. Tu connais David de Billet Réduc? C'est celui qui a fondé le site? Ben, je sais pas, en fait, David de Billet Réduc, c'est celui qui répond quand tu écris à Billet Réduc. Et je me suis souvent dit, tu vois, parce que j'ai communiqué avec lui pendant, ben là, tu vois, j'ai commencé en 2005 et je fais encore des spectacles, donc je communique toujours avec David de Billet Réduc. Et des fois, je me dis, mais est-ce qu'il existe David de Billet Réduc? Et il paraît qu'il existe. Bah, je pense que oui. Moi, en fait, j'ai déjà écrit à Billet Réduc, mais c'était, je crois que c'était une Yasmine qui m'a répondu ou un truc comme ça. Non, c'était pas David, moi. Ah ouais, on a peut-être chacun un correspondant Ouais. différent. Je pense. Mais donc, tu as le même contact depuis 2005, quoi? Ouais, j'ai le même compte. Tiens, d'ailleurs, je me dis en période de Covid, que devient David de Billet Réduc? Bah, écoute, ceci est un appel à David. Ouais, Manifeste-toi si tu nous entends, David, dis-nous que tu et vas bien. oui. Mais peut-être il est dans son ordi en fait. Peut-être c'est une intelligence artificielle, David de Biéréduc. Et peut-être en fait Ah, c'est la première intelligence artificielle créée en 2005 par les gens de Biéréduc. c'est vrai, ça pourrait être un bot, oui, en effet. Ah, mais quand même, c'est une expérience, difficile puisque c'était ton premier spectacle, mais en même temps, je pense que c'est une bonne chose parce que, ça t'a permis de si tu veux, c'était un brouillon. De toute façon, on a tous fait des brouillons. C'était un brouillon pour toi qui t'a permis de comprendre que les spectateurs, devaient être pris par la main et emmenés parce que malheureusement, tu ne sais pas qui va venir dans ta salle, Mmh. et après dans le spectacle, tu fais ce que tu veux. Mais je veux dire, ça t'a appris je pense que ça t'a fait grandir. C'était difficile, tu as appris dans la douleur, mais tu as appris quand même. Ah oui, c'est sûr que j'ai appris à ne plus avoir peur du public puisque je buvais beaucoup au début, Mmh mh. avant de monter sur scène. Ouais, tu avais la gorge sèche et tout? Ah non, je buvais de l'alcool. Ah oui, OK. Ah donc Ouais. c'était une façon de surmonter l'obstacle, quoi? Ah bah, c'était horrible. Je buvais de la vodka, je buvais, ouais, de la vodka, en fait, essentiellement. J'ai longtemps bu avant de jouer. D'accord. J'ai arrêté de boire avant de jouer au bout de peut-être 7 ou 8 ans. Ah oui, quand même, Ah d'accord. ouais, non, mais j'avais une peur, mais panique Mmh du mh. public. J'avais hyper peur que quelqu'un me parle pendant le spectacle, Mmh mh. ce qui est le principe quand même dans les one man show. C'est-à-dire que Ouais, j'avais ouais. peur Hein. du truc qui arrive tout le temps et Mmh. j'avais aucune, vraiment je savais pas quoi faire quand les gens me parlaient et en général, je reprenais déjà, j'avais un trou quand les gens me parlaient, je savais plus où j'en étais. Alors souvent, c'était les spectateurs qui me soufflaient la phrase que j'avais dit avant Hein, et hein. je faisais aucune phrase drôle, enfin rien du tout, quoi. Et je buvais comme un trou quand je jouais au gymnase, au tout début de Comment épouser un milliardaire. Je jouais au gymnase et je me souviens de ma régisseuse Virginie qui venait me chercher dans la loge. J'arrivais tous les jours, genre, je jouais tous les jours 5 fois par semaine. Mmh mh. J'arrivais vers 16 heures pour réviser mon texte.
Ouais. T'imagines, vers 16 heures, quoi. Ah oui, ça fait tôt, tu joues à Ça 20 fait heures. très tôt. Ça fait très tôt. J'arrivais à 16 heures, je révisais mon texte. Après, je pleurais en étant persuadée que je ne m'en souviendrais pas. Ah Et donc, oui. Virginie, elle venait dans ma loge et elle me disait, non mais Audrey, tu l'as joué hier, tu le connais le texte. Et puis après, je buvais comme un trou. Enfin, pas comme un trou, mais genre, je buvais 2 verres de vodka et tout. À 20h05, Virginie était obligée de me tirer de la loge pour que Ah je monte sur scène. ah ouais, Et d'accord. mais d'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui est toujours le cas. J'ai un gros problème pour monter sur scène. Ouais, ouais, bah, oui, j'imagine que c'est toujours une peur et tout. Enfin, j'aurais pensé, tu vois, qu'au bout de, du coup, 16 ans de spectacle, Ouais. j'aurais pensé peut-être que tu avais réussi à surmonter. Après, il y a des gens chez qui c'est viscéral, hein, Attends, je ne bois plus. ah non, 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 ça je m'en doutais, mais Ça, je je ne veux bois dire, plus. mais la peur est toujours là quand même. Alors, pour Comment épouser un milliardaire, que j'ai joué 500 fois, la peur, elle était plus là à la fin. Pour Marx, non plus, parce que je l'ai joué plus de 150 fois. Chagrin d'amour, je l'ai joué beaucoup aussi, mais là, c'est beaucoup revenu sur mon nouveau spectacle Billion Dollar Baby, que j'ai pas beaucoup joué. Et là, la peur Mmh. est bien, bien revenue, ouais. Oui, mais là, je pense que c'est la peur du, enfin, entre guillemets, «du rodage», le temps de polir le spectacle jusqu'à obtenir un diamant, quoi. Ah, écoute, je sais pas, mais non, non, mais c'est vrai qu'à chaque fois, je me dis: «Mais pourquoi je fais ça? Je suis complètement folle». J'engueule ma productrice et mon régisseur en disant: «Mais je vous avais dit que je voulais plus jamais le faire. Pourquoi vous m'avez laissé recommencer et tout ça?» Ouais, ça c'est je me souviens d'une fois, j'étais à Avignon, c'était la première fois que je jouais Marx et la Mmh. veille de la première, j'avais encore 40 pages parce que j'arrivais pas à couper tellement je trouvais tous les textes, de Marx, géniaux. Et donc, la veille de la première, je connaissais pas le texte par cœur. Et donc, le jour de la première, le régisseur était obligé de me souffler parce que j'avais plein de trous. Et je me souviens d'avoir terminé le spectacle en larmes, en me disant, mais pourquoi je fais ça? Si jamais un jour j'envisage de refaire un spectacle toute seule, j'espère que les gens autour de moi m'en dissuaderont. J'ai fait promettre à mes amis, j'ai une copine qui s'appelle Fanny, et je lui ai fait promettre que si un jour j'envisageais de réécrire un spectacle, elle me dirait de pas le faire et que tout le monde m'en empêcherait. Enfin, vraiment, j'étais complètement folle en disant aux gens, mais plus jamais, ne me laissez plus faire ça, quoi. Ça fait trop peur, c'est trop horrible. Voilà. D'accord. Est-ce que tu veux que je te passe un coup de fil la prochaine fois que tu annonces un spectacle? S'il te plaît, oui. Tu vois, tu me dis: «Non, non, on t'a déjà dit, ça fait» là, on en est quand même à 7 spectacles, on arrête. On arrête, tu ne sais pas faire des spectacles drôles, donc tu arrêtes. Non, tes spectacles sont très, très bien, il y a pas de souci. Sinon, tu en aurais pas fait 7. Écoute, je ne sais pas, c'est un peu des spectacles de niche quand même, hein. Oui, mais c'est pas grave parce que Ouais, c'est pas grave. il y a quand même de l'humour dedans. Il y a beaucoup Il y a de beaucoup de choses dedans. tu mets beaucoup de choses à comprendre et de leçons quelque part, tu mets l'humain au centre de ton art, quoi. Ouais, mais Et je fais pas exprès, tu vois? Parce qu'à chaque fois, je pars dans l'objectif, de faire un spectacle super drôle et d'être l'humoriste préféré des Français et à chaque fois, je rate. d'accord. Bah, écoute, est-ce que enfin, je sais pas, tu travailles avec un co-auteur? Non. Non? Bah, peut-être que ce serait, enfin, si vraiment c'est ton objectif, la prochaine fois, contacte un co-auteur. Tu vois, par exemple, Navo, Ouais. qui vraiment, bah, je pense que c'est le plus connu des co-auteurs. Bah, franchement, vas-y, hein, tu peux le contacter, et puis, lui, l'avantage, c'est qu'il s'adapte à toi, tu vois? Il va pas te proposer du Navo. Il va venir, vous allez bosser, ben, j'ai écouté comment il expliquait sa méthode de travail quand il écrit avec des Ouais. gens. C'est qu'il disait, pendant, X temps, on va même pas écrire. On va juste se parler, on va chiller, on va jouer à la console, on va faire plein de trucs pour qu'il sache qui est Audrey Vernon, tu vois? D'accord. Mais je pense que Et si Navo, je lui dis, bon, bah, à la place de jouer à la console, on va lire des essais de sociologie et des essais d'économie et puis, et puis des trucs comme ça, il va me faire genre, trouve non, un autre co-auteur. non, 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 je pense qu'il le ferait parce que lui, son but, et je pense que c'est le but de tout co-auteur qui se respecte, c'est vraiment de ne pas apporter, «ses blagues à lui» entre guillemets, enfin son univers à lui, mais plutôt d'adapter, ses blagues et ses talents humoristiques à ton univers à toi pour ne pas dénaturer. Donc, Mmh. voilà, que ce soit vraiment du 100 Audrey Vernon avec, des blagues, écrites à 2 mains, quoi, tu vois? Mmh. Voilà, donc, Écoute, alors pour le ça c'est prochain spectacle, ouais. j'en parlerai à Navo.
mais OK, non. que j'adore en plus, que Ouais, je ouais, trouve ouais, bah, super. si tu veux, voilà, au niveau puissance comique, lui, il a ce qu'il faut. Toi, tu as ce qu'il faut au niveau connaissance et au niveau, voilà, humain, le côté humain que tu veux mettre dans tes spectacles et si tu veux apporter une puissance comique, il pourra te l'apporter sans aucun problème. Écoute, merci. Je ne prendrai que 30 des bénéfices. Non, mais donc voilà, je veux dire, en même temps, tu me dis qu'ils sont pas très, très «drôles» et tout, entre guillemets, mais moi, je pense que si c'était pas le cas, tu aurais pas joué, Comment épouser un milliardaire, 500 fois et tout, tu vois ce que je veux dire? Mmh. C'est s'il y a du succès, c'est qu'il y a de la qualité quand même. Écoute, merci. Oui, oui, c'est mais surtout, je suis très contente parce que là, Comment épouser un milliardaire, il a été, traduit en 6 langues et Génial. ouais, actuellement, il est joué au Québec par Michel Parent. Il a été joué en Italie par Giorgia Sinicorni qui a repris après le spectacle en français quand je voulais plus le jouer et il est Mmh. joué en Corée aussi, en Corée du Sud. C'est cool. C'est Bah, du chouette coup et c'est un peu flippant de se dire que de l'humour, français, maintenant avec la mondialisation, en fait, tous les pays ont un peu les mêmes milliardaires, ouais, ouais. les mêmes personnages et donc ça, c'est un côté un peu triste, je trouve, de se dire que, ben, qu'on s'est uniformisé finalement. C'est sûr, c'est sûr. En tout cas, la bonne nouvelle avec, ce succès, mérité, hein, de ce spectacle qui est traduit dans plusieurs langues et tout, au bout d'un moment, je crois qu'on appellera ça «Comment épouser Audrey Vernon». Ah, tu crois? Parce que je vais devenir milliardaire? Ah peut-être, hein. Génial, écoute. Bah, toi en milliardaire, je te jure, je vote dès demain, c'est pas un problème. Je sais que toi, en milliardaire, tu ferais des bonnes choses, tu vois? Non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Il y a personne ne peut faire des bonnes choses en milliardaire. Ce n'est pas possible, Ah, ces inégalités, c'est moi, je pense que si. Moi, je pense que mais tu s'il y a rigoles ou quelqu'un quoi? de s'il y a quelqu'un de foncièrement bon, bon, il sera peut-être justement, alors peut-être qu'à force de faire des bonnes choses, il sera jamais milliardaire, mais Ouais. je veux dire, je pense que si quelqu'un avait un afflux d'argent soudain et qu'il avait des valeurs profondément ancrées en lui, des valeurs humanistes et tout, je pense très sincèrement qu'il en ferait bon usage et qu'il s'en servirait pour aider les autres aussi, tu vois? Bill Gates? Non, 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 OK. non, mieux que ça, parce Tu que Bill vois? Gates ah non, 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 non. Non, 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 Bill Gates pour moi, il fait pas partie de ces gens-là, non, non. En tout cas, oui, donc 7 spectacles, hein, c'est quand même beau et donc Billion Dollar Baby qui va reprendre, là, au moment où on se parle, les spectacles n'ont pas encore repris, mais au moment où le podcast sortira, on sera sur scène et donc là, alors vraiment tu penses le reprendre, dès la rentrée de septembre ou Alors, écoute, en fait, j'ai pas arrêté parce que pendant le confinement, j'ai décidé de faire une tournée des ZAD, des zones à défendre. Ah oui, d'accord. Donc, j'ai joué là, depuis janvier, j'ai joué 3 fois. Alors c'est pas énorme, mais c'est déjà quelque chose et donc j'ai joué à Grand-Puy dans une raffinerie de pétrole Ouais. en grève. J'ai joué à Amiens au procès d'un décrocheur de portraits et j'ai joué dans une ZAD au VET, au jardin des Vets à Besançon dans le cadre des soulèvements de la terre. Donc voilà, quand j'ai annoncé ça à ma productrice, je lui ai dit: «Bon, on joue plus, donc je vais faire une tournée gratuite». Elle était très contente, mais bon, ça va, elle m'a soutenue et donc voilà, je suis allée jouer, ouais, dans les ZAD et puis là, je reprends le 9 juin à la Nouvelle Scène et après, en tournée. Ah Donc je génial. recommence, mais ce que je veux faire, c'est faire, moitié tournée payante, enfin dans les théâtres normaux et tout et moitié tournée dans les ZAD, tournée gratuite. Je veux faire D'accord, d'accord. moite-moite. Ah bah, c'est bien, bah, quelque part ça rejoint tes valeurs, quoi. Ouais et puis j'adore jouer gratos. Je crois que je suis une actrice gratuite, en fait. Ouais, ouais, je trouve ça super de jouer gratuitement Ah j pour ouais, pour des luttes et tout. J'avais fait pour Comment épouser un milliardaire, j'avais pas mal joué dans les usines et ça mmh mh, m'avait énormément apporté mmh. et puis là, comme c'est un spectacle sur l'écologie, ça a vachement de sens de le jouer, sur des zones, tu vois, qui sont destinées à être bétonnées et tout ça. Je trouve ça assez chouette. Les 3 fois où je l'ai joué, c'était vraiment super, fort. Mmh. Ouais, c'est fort de symbole, c'est sûr. Et puis moi, j'aime bien jouer dans des endroits qui sont pas faits pour, tu vois? Comme les usines, les chantiers. D'accord. Enfin, tu vois? Jouer dans des endroits, ouais, qui sont Mmh. pas forcément des théâtres. Ouais, ouais, bah, il te manque plus que les chichas et tu as coché toutes les cases. Franchement, c'est bien d'avoir ce goût du challenge et de t'adapter partout, Bien alors sûr, que la ce goût de la bah connerie, ouais. beh, quelque part ça te rend heureuse, donc c'est pas une connerie. C'est vrai, tu as raison. Oui, ça me rend très heureuse. Est-ce Ça me rend voilà, est-ce très que c'est heureuse et après quand je suis dans un théâtre normal, je suis là: «Oh la flemme. Oh, il y mais a c'est pas de pauvres, c'est nul». Alors bah, d'ailleurs, j'ai imposé une jauge, j'ai imposé aux théâtres normaux qui m'accueillent d'avoir, toujours, 10 places, enfin 10 de la jauge en places pauvres.
C'est-à-dire que les gens téléphonent et ils disent je suis pauvre et ils ont une place gratuite. Oh, c'est beau. Je savais pas que ça se faisait, mais franchement, c'est. Non, mais ça se fait pas. Ah, Ça se fait d'accord, pas, ok. mais j'ai Donc décidé c'est de faire ça. c'est une exception. C'est la jurisprudence Audrey Vernon, quoi. Oui, mais je trouve ça assez cool d'avoir 10 places pour les pauvres. Et ce que j'aime bien, c'est que ils sont pas obligés de se justifier, quoi. C'est-à-dire, s'ils estiment être pauvres, ils sont pauvres. Ouais. Bah, moi, j'aime bien parce que tu vois, ça me rappelle le système des frigos solidaires. Mhm. Tu sais, c'est les fameux frigos qu'on voit dans les rues et tout. J'explique pour les auditeurs qui connaissent pas le système. C'est les frigos qu'on voit des fois dans les rues à côté des épiceries, des trucs comme ça. Ce sont des frigos solidaires, c'est-à-dire c'est ouvert, il n'y a pas de cadenas, il n'y a rien. On ouvre et c'est marqué. En général, ils mettent une phrase qui est très très jolie. C'est marqué si tu n'as pas besoin, dépose quelque chose et si tu as besoin, prends. Tu vois? D'accord. Mais Voilà. tu habites dans quel quartier? Alors moi, je suis pas du tout à Paris. Moi, je suis à Bordeaux et Comment? j'ai vu ça dans Bordeaux déjà, ouais. Incroyable. Ah oui, moi, là où moi, je suis à la campagne, on n'a pas de frigo solidaire. D'accord. Ça se fait souvent dans les grandes villes et tout et c'est très bien et c'est comme aussi le système des cafés suspendus, tu sais? Ouais. Voilà, j'explique encore pour les auditeurs, c'est quand on va dans un café, par exemple, on va acheter, 2 cafés, on va dire un café et un café suspendu. C'est-à-dire on va payer 2 cafés, mais on va en boire qu'un seul et le café suspendu, ça servira à une personne qui n'a pas les moyens, un pauvre et tout, quelqu'un qui veut se réchauffer un petit peu, qui va aller au bar et qui va dire: «Un café suspendu, s'il vous plaît» et la personne va lui donner le café que tu avais payé juste avant. Sympa. Moi, je trouve que c'est magnifique et toi, tu as inventé le concept des places suspendues. Très bien. Beh, c'est très bien, franchement, je te tire mon chapeau. J'aimais beaucoup ton côté humaniste, mais là, tu repousses les limites et c'est exactement ce qu'il faut. Bah, en fait, tu sais, je suis assez inspirée dans mon dernier spectacle, justement, je parle beaucoup des peuples premiers, des peuples autochtones. Et c'est des peuples qui ne connaissent que le partage. C'est des sociétés qui n'ont pas d'argent, qui Mmh. n'ont pas, qui n'ont Ouais, pas développé des systèmes monétaires. Et eux, ils sont que dans le don, en fait. Et d'accord. donc, je trouve ça très intéressant. Par exemple, c'est des peuples qui n'ont pas le mot merci dans leur langue. Parce Ah, que pour eux, c'est naturel de donner et donc ils n'estiment pas avoir besoin qu'on leur donne un merci en retour. Et ça, je trouve ça assez beau. Parce ah, que c'est c'est vrai super. que nous, dans notre civilisation, on rabâche aux enfants qu'il faut dire merci, 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 comme si le partage était quelque chose de charitable et de généreux. Or, il faudrait que le partage, ce soit quelque chose de complètement naturel. D'ailleurs, chez les fourmis, ils font ça. Chez les fourmis, quand ils voient, les fourmis, quand elles voient une fourmi qui a faim, elles leur vomissent dessus pour leur Ouais, donner à manger. Et si une fourmi vomit pas sur l'autre fourmi pour lui donner à manger, elle est exclue de la communauté. d'accord. C'est à Mais méditer. ouais, ouais, ah bah, oui, absolument. Bah, le geste est beau. Après, elles peuvent pas, elles Le peuvent pas faire geste est comme nous, beau. mais Vomissons-nous les uns sur les non, autres. alors justement, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire le nombre de fois où tu as des mecs bourrés qui nous ont vomi dessus pour nous nourrir et qu'on a pris ça comme une agression, franchement, Mais ouais, pardon un alors peu, qu'ils quoi. font juste les fourmis. Exactement, ce sont juste des fourmis qui se sont adaptées à la vie humaine, c'est tout. Ah, Exactement. bah, franchement, bah, tu sais quoi? La prochaine fois, j'aurai une pensée pour toutes ces fourmis, qui viennent et qui se bourrent la gueule avant de partager avec nous, tu vois? Mais tu vois, je savais pas du tout ça. Je savais que les fourmis avaient un système de vie en société, très, très développé et tout, tu vois? Tu les vois, c'est incroyable quand ils trouvent un morceau de bouffe ou un truc comme ça, il y en a une qui vient, qui appelle toutes les autres et tout, tu sais? Elle va pas commencer à bouffer, toute seule et tout, tu vois? Elle va Mmh mh. chercher les autres, après elles défoncent le truc ensemble, elles s'entraident et tout et par contre le côté, vomir, donc pour nourrir les autres, en fait, c'est parce que c'est le seul moyen qu'elles ont, mais quand même c'est beau, quoi. Mmh mh. On devrait s'inspirer des fourmis, exactement, tu as raison. Tu as remarqué d'autres trucs comme ça dans le règne animal ou le règne des insectes, des situations comme ça, dont on devrait s'inspirer? Écoute, bah, dans le dernier spectacle, j'évoque beaucoup toutes les choses un peu absurdes qu'on fait, enfin le travail, l'argent, l'État, la Mmh. domination, le gouvernement. Ouais. Enfin, tu vois, j'ai essayé d'explorer tout ça, de lire des choses d'anthropologues en fait plutôt anarchistes qui ont expliqué qu'il y a plein d'autres systèmes de société qui sont pas basés sur la coercition et Mmh. sur la domination d'une caste sur une autre. En fait, c'est une lettre que je lis à mon bébé en lui expliquant notre système et c'est vrai que en expliquant le système dans lequel on vit à un enfant, on se rend compte à quel point il est complètement débile et néfaste et cruel et tout ça. Donc c'est voilà. Tu vois, je suis pas drôle. Non, non, c'est pas ça, non, non, c'était pas le but à la base. Non, non,
C'est quand même ouais, c'est intéressant. C'est vrai que quand on réfléchit, il y a plein de choses qu'on explique à nos enfants un petit peu par devoir, pour qu'ils puissent se fondre un peu dans la masse, Ouais, de mais la moi société. je veux plus me fondre dans la masse et je veux pas que les enfants à venir se fondent dans la masse. J'ai envie que le système change et on n'a pas Ouais, beaucoup de temps. Il nous reste 9 ans pour sauver la planète et donc voilà, moi ces 9 années qui restent, j'ai vraiment envie de les passer à changer le système de fond en comble. Je peux te dire que dans 9 ans, ça va être tout à fait différent. Dans 9 ans, il y aura plus d'argent, plus de gouvernement, que du partage, ça va être le bonheur. Bon voilà, j'ai 9 ans pour faire ça à coup de spectacle gratos. Tada. bah, tu as tout mon soutien en tout cas et tu avais d'autres anecdotes? Je pense à une anecdote assez rigolote. Quand j'ai écrit Fukushima sur la catastrophe de Fukushima, tu vois Mmh. toujours le titre bien adapté au contenu du spectacle. Euh, j'avais fait en intro un truc assez marrant. En fait, j'ai expliqué la catastrophe de Fukushima avec des jouets. Tu vois, des camions de pompiers, Mmh. des hélicoptères, des jouets d'enfants. Et le début du spectacle, je jouais avec Xavier Mathieu en duo. Et le début du spectacle, je raconte la catastrophe. Et pour figurer le tsunami, j'avais eu l'idée de jongler avec des mandarines qui représentaient les plaques tectoniques et de jeter une des mandarines dans une bassine d'eau qui était à peu près à 1 mètre de moi sur scène pour figurer, tu vois, le tsunami. Et D'accord. sauf que j'avais oublié que à une première, on a le trac, Ah, tu vois. J'avais ouais. complètement oublié ce détail-là. Et donc, je répète, je jongle avec mes mandarines, je balance ma mandarine dans les seaux, dans le La bassine. saladier avec de l'eau et tout. Pendant toutes les répètes, évidemment, la mandarine tombe directement dans le saladier, faisant une belle gerbe d'eau, sans problème. Et le jour de la première, gros trac. Donc, je jongle avec mes mandarines. Et là, je jette la première mandarine, elle tombe à côté du saladier, la deuxième à côté, la troisième à côté. Résultat, il n'y a jamais eu de tsunami à la première de Fukushima. Ah, Non, je ne mais tu peux vois, pas c'est le genre de défi qu'on se lance et quand on se dit avant que la pièce soit écrite, on se dit mais oui, ça va être magnifique et tout. Et puis une fois dans le monde réel, on se dit ah, ouais. c'était une connerie. Donc Bah, résultat, pour les autres représentations, j'ai fait l'épisode du tsunami beaucoup plus tard dans le spectacle, à un moment où j'avais plus le trac d'accord et c'est-à-dire tu l'as plus jamais raté? et ben, à la deuxième, j'ai mis la troisième mandarine dans le saladier et à la troisième, j'ai enfin mis la première mandarine dans le saladier. D'accord Donc et voilà. les gens devaient rigoler, ça devait être un moment marrant? Et je pense pas, non, parce que je pense qu'à la première, les gens ont pas compris pourquoi je balançais des mandarines à côté d'un saladier. Je pense qu'ils ont dû se dire: «Qu'est-ce que c'est que ce symbole?» Ouais, 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 ils non, se non. sont dit: «Ouais, je sais pas, est-ce qu'il y a une image avec une salade de fruits, un truc, je sais Ouais. pas». D'accord, d'accord et alors si tu veux, tu peux même pas t'en vouloir en fait parce que pendant les répétitions, tu as vraiment géré, tu as mis toutes les mandarines dans le saladier et tout nickel, mais là en l'occurrence, tu peux pas avoir le même stress que quand tu es devant le public. Tu as beau t'entraîner, tout le temps et puis, bah, quand tu es devant le public, en fait, c'est l'ultime vérité quoi. Donc je comprends tout à fait que là, tu pu rater ça parce que le stress, on peut pas l'inventer. Tu vois? Le stress, il se ressent, naturellement et tout, tu peux pas le simuler, en fait. Tu peux pas simuler le stress. Donc Ouais, puis tu peux pas simuler aussi tout ce qui se passe dans ta tête quand tu es devant le public parce que ça, c'est un truc, je me dis un jour, il faudrait le jour où on peut enregistrer les pensées, il faudrait qu'on enregistre les pensées d'un comédien qui joue. Parce que souvent, les gens, ils me disent: «Oh là là, comment tu fais pour retenir le texte?» tout ça, des trucs comme ça. Et ce qui est assez marrant, c'est que moi, je trouve que ce qui est le plus difficile, c'est d'être au présent et de penser à ce que tu dis. Parce que moi, parfois, quand je joue, je suis obligée d'écouter ma bouche pour savoir où j'en suis. Parce que tellement je pense à d'autres trucs pendant que je joue. Tu vois, je pense à des milliards de choses plutôt qu'au ouais. texte. Et tu vois, je me dis que ce serait marrant un jour d'enregistrer les pensées d'un comédien pendant qu'il joue pour que le public entende les espèces d'histoires qu'on se fait dans notre tête et les milliards de trucs auxquels on pense et qui n'ont rien à voir avec ce qu'on raconte. Parfois, même quand je joue, il y a des moments où je fais pas les gestes en même temps que le texte. Tu vois ou pas? Des fois, je me rends compte que je fais des gestes qui sont après. Ah Et je oui, suis là, d'accord. oula, je suis pas synchronisée là. Mes gestes sont pas synchronisés avec ma bouche. Ça va pas du tout. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Le fait Ouais. qu'on pense à des trucs de dingue pendant qu'on joue. Ah ben, moi, quand je joue, c'est clair que mon esprit se balade, hein. Oh là là! Déjà, le moindre truc dans la salle, je pense à ça. Je me dis: «Comment est-ce que je vais pouvoir réagir là-dessus?»
Il y a des moments, je me vois jouer du dessus, tu sais? Mmh. Je me vois Ah en ça, mode fantôme. ça m'est jamais arrivé. C'est pas vrai? Tu te vois en Ah, contre-plongée? je me vois des fois, enfin, j'ai l'impression, évidemment, c'est pas vrai, mais Au-dessus? j'ai l'impression de me voir du dessus C'est jouer. dingue! Bah, tu sais quand est-ce que ça m'arrive? Ça m'arrive quand le public est pas super réceptif ou quoi, tu Ouais. vois? Et je me vois du dessus, c'est comme si je me regardais et que je me disais: «Mais qu'est-ce que tu es en train de faire là?» Ah ouais. Tu vois? Moi, des fois, je coupe le texte dans ma tête pour essayer d'aller plus vite à la fin. Mais j'y arrive jamais parce que souvent, quand je me dis: «Ah, je vais couper ça», en fait, c'est déjà passé le passage. Ouais, et après je suis là: «Merde, alors qu'est-ce que je peux couper?» et tout. Quand le public est vraiment, que je me dis: «Oh non, non, il déteste, c'est atroce», là, en général, j'essaie de couper dans ma tête et puis je passe mon temps à couper et puis à la fin du spectacle, en fait, je me rends compte que j'ai tout dit et j'ai rien réussi à couper. Et parfois aussi, ça t'est jamais arrivé ça, le truc, un jour, je me souviens, je jouais spectacle sur Marx et je vois un type au premier rang, les yeux fermés, complètement amorphe, qui réagit pas du tout. Et je passe tout le spectacle à vivre un cauchemar à cause de ce type, à me dire il déteste, c'est atroce et tout. Et à la fin du spectacle, je Mmh. sors et le mec m'attend et me félicite, Ouais, tu c'est vois, un en me grand disant classique, c'était génial et tout. Et c'est je un lui grand dis classique. mais monsieur, mais ne vous mettez plus jamais au premier rang. Il me dit mais vous vous rendez pas compte? Je dis vous m'avez traumatisé quoi. J'avais l'impression et je me souviens, je l'ai engueulé parce qu'en fait j'ai passé tout le spectacle à psychoter sur ce mec, alors qu'en fait il trouvait ça canon. Ben, ça, c'est vraiment le grand classique qui est arrivé à tous les humoristes, c'est de voir quelqu'un, bras croisés, qui te regarde fixement comme s'il allait t'engueuler à la fin Mmh. et il vient te voir et en plus, le pire, c'est que tu le vois t'attendre et tu te dis: «Mais c'est sûr, soit il va m'agresser, soit il va me dire: "C'était pourri"» et il vient te voir et il te fait: «J'ai adoré, c'est le meilleur spectacle que j'ai jamais vu de ma vie». Bah, tu sais pas comment réagir, quoi. Mais c'est arrivé à tous les humoristes, absolument tout le monde, j'en suis sûr. Ça arrive très souvent qu'on en discute et tout et il y a eu une histoire comme ça, il y avait un livre, par rapport au stand-up aux États-Unis qui racontait des anecdotes et tout et tu avais une humoriste, je sais plus comment elle s'appelle, qui racontait qu'en fait, il y avait un monsieur qui était là et pareil, bras croisés et tout machin, pas bien. Elle se disait: «Laisse tomber» et tout machin et elle s'est dit: «Il a détesté», donc elle a essayé de jouer pour lui un peu et bon, elle a jamais réussi à l'attraper. À la fin, il vient la voir et il lui fait: «Je vous remercie parce que c'était ma première sortie depuis la mort de ma femme et vous m'avez permis de me changer les idées, votre spectacle était génial». Ouais, c'est à méditer ça. Bah, moi, justement, quand j'ai lu cette histoire-là, ça m'a rassuré. Bon, déjà, la première fois que quelqu'un est venu me voir, sans avoir décroché un sourire et qui m'a dit: «J'ai adoré», ça m'a permis de relativiser et avec cette histoire-là, encore plus. C'est-à-dire que maintenant, ce que je fais, je me formalise plus quand je vois quelqu'un qui rigole pas. Je suis un peu dégoûté parce que souvent, c'est quelqu'un qui n'apprécie pas. C'est pas tout le temps non plus quelqu'un qui adore discrètement, tu vois? Ouais. Mais voilà, des fois l'emballage correspond au contenu, hein, on va pas se mentir. Mais, j'estime que maintenant, je dois prendre en compte l'éventualité que ce soit quelqu'un qui apprécie le spectacle de manière discrète, sans extérioriser son rire et tout. C'est peut-être quelqu'un qui a le rire intérieur, comme on dit et dans ces cas-là, je joue normal, comme si tout se passait bien et comme ça, c'est bon, je lui accorde le bénéfice du doute et ça se passe très bien. Parce que j'avais tendance, comme toi, à être traumatisé par la personne qui rit pas et après ça a affecté ma performance. C'est-à-dire Ouais, que, ouais. tu vois, j'étais moins confiant et tout, Ouais, et tu du penses coup qu'à lui, quoi. voilà et du coup après ça tu es pas dedans, tu es pas vraiment à fond donc c'est pour ça que maintenant je fais plus du tout ça. Je me concentre sur le spectacle. S'il apprécie, parfait. S'il apprécie pas et que vraiment il a trouvé ça nul, eh ben, c'est pas grave, tant pis, mais je veux pas que le spectacle en pâtisse. Tu as tout à fait raison. Donc oui, tu avais une autre anecdote pour, tu m'avais dit, oui? Écoute, je peux te raconter ma pire impro. C'est un Mmh. jour, je jouais Comment épouser un milliardaire et je sais plus, la veille, j'avais fait un plateau avec d'autres humoristes, des gens que j'admire vachement. Enfin, je vais pas les citer, mais c'est vrai que chez les humoristes, il y a quand même énormément de gens déjà adorables Mmh. et très généreux. Enfin, tu vois, ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. On me dit souvent que dans le one man show, machin, c'est très compétitif et tout. Et moi, j'ai pas du tout, j'ai jamais vécu ça. Au contraire, j'ai vécu une grande solidarité avec tous les comédiens et comédiennes que j'ai croisés, que ce soit sur les plateaux ou dans les coulisses, dans les loges et tout. Enfin, j'ai trouvé une vraie presque sororité. Enfin, tu vois, une vraie euh, Bienveillance. ouais, bienveillance entre acteurs et actrices du one man show. Beaucoup de soutien, beaucoup d'aide. Enfin, tu vois, des comédiens qui viennent voir mon spectacle, qui me donnent des Mmh. conseils, qui me donnent des blagues. Enfin, vraiment, ouais,
j'ai beaucoup vécu ça comme ça. Et puis un jour, donc, je vais voir un spectacle avec d'autres humoristes et je me dis, oh, ils sont trop forts, ils improvisent comme des dieux et tout. Et donc, le lendemain, je jouais Comment épouser un milliardaire et je me dis, ce soir, s'il se passe quelque chose dans la salle, j'improvise et je me lance et j'ai pas peur et je vais faire un truc hyper drôle. Et ce jour-là, au premier rang, il y avait un couple qui mangeait des bonbons assez bruyamment. Et donc, je me dis, allez, on y va, bam, j'improvise. Et donc, je m'arrête et je leur dis, bonjour, vous mangez des bonbons? Et puis, ils me disent, oui. Et là, je leur dis, mais c'est des chewing-gums ou des bonbons? Et là, ils me disent, des bonbons. Et là, énorme blanc. Et c'est la fin de l'impro. Oh mon Dieu! Et en Donc plus, j'ai eu ouais. un trou et quelqu'un du public a été obligé de me souffler là où j'en étais, quoi. C'est-à-dire vraiment aucune efficacité dans l'improvisation. D'accord, Donc ouais, non, voilà, ça donc c'était ma pire impro. ah ben je comprends, ben donc cette peur de l'impro, ouais, je comprends, elle est vraiment fondée. Et Ce que tu me fondée. disais tout à l'heure, voilà, oui, quand il y a quelque chose qui te trouble, en fait, tu perds même ton texte et tout, donc ouais, c'est vrai que la grosse difficulté de faire de l'impro, moi j'en fais pas spécialement, tu vois? J'ai jamais fait d'impro, mais dans mon spectacle, si jamais il se passe quelque chose, je vais vraiment adresser ce truc-là. Mais le danger, en fait, c'est de pas pouvoir revenir dans son texte. Moi, je me Ouais. permets Ouais, moi je me permets de le faire uniquement quand mon texte, je le connais, il est rodé, je le connais sur le bout des doigts, tu vois? Par contre, quand je fais un nouveau sketch, je vais avoir peur d'improviser justement parce que je vais me dire: «Je connais pas encore le texte par cœur», donc voilà. Mais t'inquiète pas, hein, on est tous assujettis à cette peur de pas retrouver le texte et ouais, bah, écoute, c'est les bonbons qui t'ont mis dedans, hein, c'est comme ça C'est les malheureusement. bonbons m'ont complètement planté. C'est ça, c'est ça et du coup, tu as annulé ta date gratuite, chez Haribo? Exactement. Ah mais quelque part, c'est bien d'être comme ça parce que tu as conscience de tes forces et de tes faiblesses. Oui. Là, maintenant, tu sauras que tu ne veux plus te mettre en danger à faire de l'impro et tout. Tu sauras qu'il faut plus, mettre des titres, un peu trop second degré. Tu as appris plein de choses, en fait. Tu C'est apprends vrai, j'ai bah, appris plein de choses. on apprend de nos erreurs et toi, tu as pu apprendre. Il y a des gens qui n'apprennent pas. Il y a des gens qui vont faire le coup que tu as fait au premier spectacle, qui vont refaire un deuxième spectacle, qui fait le même cheminement, tu vois? Avec un titre, ironique, une fausse description et tout, tu vois? Il y a des OK. gens qui n'apprennent pas. Toi, tu as appris de tes erreurs et puis aujourd'hui, bah, sinon tu en serais pas à ton 7e spectacle, tu vois? Mmh mh. Voilà, donc non, non, c'est bien d'avoir ça. Bah, faut tomber, tu vois? Comme quand on apprend à faire du vélo, faut tomber après pour se relever et tout et toi, maintenant, tu tiens sur le vélo fermement et tu sais que tu iras pas, sur le terrain de cross parce que c'est pas pour toi, quoi. Tout à fait. Ça ne t'empêchera pas de livrer des prestations de qualité, faut faire ce qu'on sait faire, en fait, hein, faut pas se prendre la tête, hein. Tu sais, moi, je te parlais de jonglage tout à l'heure. Je jongle pas, ben, tu me verras jamais avec des balles arriver sur scène, tu vois? Ah non, non, jamais, je me prends pas la tête, je vais là où je sais faire, c'est tout. Non, bah, écoute, merci beaucoup. En tout cas, c'était vraiment super cool d'avoir tes anecdotes et tu vois, tu te sous-estimais un petit peu à me dire, «Ouais, c'est sympa d'être considéré comme une humoriste et tout». Pour moi, tes anecdotes sont aussi bonnes que celles de n'importe quel humoriste et c'était très intéressant et tu sais, j'en connais pas beaucoup des humoristes qui ont voulu simuler un tsunami sur scène donc vraiment, bien joué, hein. Tu as des anecdotes non seulement intéressantes, mais originales. Oui, écoute, merci et puis, je voudrais avoir une pensée aussi pour, tous les régisseurs qui m'ont suivie, pendant toutes ces années et qui ont été témoins quand même, les aux premières loges de toutes ces galères, qui ont partagé ces moments avec moi et je dois dire que, voilà, c'est vrai que les régisseurs, c'est vraiment les meilleurs alliés des humoristes parce que c'est eux qui sont là et avec qui on peut partager ces grands moments de blues et Mmh. donc, voilà, je pense à eux, Thomas, Pierrick, Baptiste, Aurélien, Camille, enfin tous ceux qui ont partagé les longs mois de tournée avec moi et qui m'ont soutenu dans des moments assez rigolos. Quoi. Je pense à ouais, il y a certaines anecdotes que je peux pas raconter, mais voilà, je pense à eux. Eh bien, pas de souci. On les embrasse tous et on embrasse tous les régisseurs, ceux qui font bien leur boulot et la plupart du temps, c'est le cas. Parce que les galères de régie, il y en a eu pas mal dans le podcast, hein. Ah ouais? Ouais, ouais. Mais souvent, alors c'est pas des vrais régisseurs souvent. Souvent, c'est, un mec qui bosse à la mairie et qu'on a réquisitionné en tant que régisseur. Ah oui. C'est pas Voilà, c'est pas du tout leur métier. Non, les vrais régisseurs de métier,
eux, en général, ça se passe bien. Mais après, attention, hein, j'en veux pas du tout aux employés de mairie qui se retrouvent régisseurs, hein. C'est comme je disais tout à l'heure, il faut faire ce qu'on sait faire. Eux, ils savent pas, les pauvres. On leur demande de le faire, ils font ce qu'ils peuvent. Je ne leur en veux absolument pas, c'est pas du tout un problème. On les embrasse même aussi. Allez, même les employés de mairie slash régisseurs, on les embrasse aussi. Bon, Voilà, super. comme ça, au moins, c'est fait. Merci Oui, beaucoup, Audrey. Et où est-ce qu'on peut te merci à retrouver toi. avec grand plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors sur Instagram, c'est mon régisseur d'ailleurs qui gère le compte Instagram parce que moi je sais pas faire. Et sur Facebook et voilà. Ok, très bien. Tu as une chaîne YouTube, Twitter? J'ai une chaîne YouTube évidemment avec sur lequel je fais des lectures de d'essais. Donc Hein, voilà, c'est une chaîne YouTube un peu obscure. Et j'ai un ok. podcast aussi qui s'appelle Big Books, dans lequel je lis des livres chiants, longs mais intéressants. D'accord, et ben très bien, je regarderai ça, et je mettrai les liens dans la description avec grand plaisir. Et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane Etaï, E-de-T-A-I, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.